d'enfants cachés, mais aussi la perte de vos parents morts en déportation. Vous êtes aussi un homme de conviction, vous êtes un militant depuis toujours de la non-violence, et je crois que vous êtes aussi engagé, très engagé pour la cause animale. C'est aussi un sujet important pour vous. Vous êtes, votre désir, votre souhait, c'est de décoder la machine humaine, et vous parcourez le monde, et vous partagez votre connaissance. Depuis de nombreuses années, vous vous consacrez à la transmission de votre savoir à travers de nombreuses conférences, rencontres, écrits qui connaissent toujours un immense succès, en France bien sûr, mais aussi dans tous les pays que vous parcourez. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je ne pourrais peut-être pas tous les citer, mais un certain nombre d'entre eux, parmi lesquels Mémoire de singe et Parole d'homme, que vous avez publié, je crois, en 1983, Les vilains petits canards en 2001, Le murmure des fantômes en 2003, Sauve-toi, La vie t'appelle, qui est votre, en quelque sorte votre autobiographie d'une certaine façon. En tout cas, je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était un ouvrage absolument extraordinaire. Les âmes blessées en 2014 et Comment fonctionnent nos émotions plus récemment. Vous êtes, on peut le dire dans votre domaine, l'un des auteurs les plus lus et les plus appréciés en France. Et si vous permettez, je dirais aussi que vous êtes probablement l'une des personnalités les plus aimées en France. On vous aime en France. J'espère aussi donc votre visite ici, dans ce beau pays, la Croatie, dans cette très belle région, sera aussi l'occasion de faire connaître votre œuvre en croate. Donc je milite aussi personnellement pour la traduction de vos ouvrages en croate et j'espère que cette rencontre, ces moments seront l'occasion de le faire. Sans plus tarder, je vais maintenant vous donner la parole et juste pour terminer, remercier encore 1000 fois les organisateurs de Youth Initiative for Human Rights pour leur engagement, pour leur enthousiasme, pour le fait que tout de suite, quand nous avons échangé sur ce sujet, vous avez dit oui et que vous avez construit ce très beau projet et que vous avez fait venir ainsi tous vos amis de la région et nous sommes donc infiniment reconnaissants pour cela. Et encore une fois, remercier le travail toujours remarquable de nos deux interprètes. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis heureux d'être avec vous à Zagreb. Je connaissais bien la Croatie, mais je ne connaissais pas Zagreb. Je suis arrivé hier soir, donc j'ai travaillé toute la nuit pour apprendre le croate, mais j'ai encore des progrès à faire. Donc je vais faire mon exposé en français, parce que malgré mes progrès, ce n'est pas suffisant pour faire l'exposé en croate. Alors, je vous propose une réflexion sur la mémoire traumatique, parce que les Croates font partie des peuples, comme beaucoup d'autres peuples, qui ont ce problème à affronter. Je vais commencer par une idée, c'est-à-dire qu'aucun concept ne peut naître en dehors de son contexte culturel. Même les concepts scientifiques naissent dans un contexte culturel. C'est-à-dire que la manière de poser les problèmes s'enracine, s'alimente des récits et des objets qui sont autour de nous. Par exemple, le cerveau, au Moyen-Âge, à l'époque de Descartes, était pensé comme un automate. Quand on a découvert l'électricité, le cerveau a été pensé comme une pile électrique. Quand on a découvert la chimie, le cerveau a été pensé comme une transmission chimique. Et quand on a découvert l'ordinateur, le cerveau a été pensé comme un super ordinateur. Or, le cerveau n'est rien de tout ça, mais il a été pensé avec les objets du contexte qui ont aidé à le penser. Alors, la mémoire traumatique, la mémoire, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parle de mémoire traumatique? Alors que pendant très longtemps, les gens qui n'ont pas travaillé le concept de mémoire pensent que la mémoire, c'est une sorte de magasin de souvenirs
et qu'on va dans son passé, on cherche des souvenirs et on les fait remonter, comme si on allait chercher des choses vraies dans un magasin. Or, en neurologie, on sait que la mémoire, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout un magasin de souvenirs. Donc, je vais parler un petit peu de neurologie, puisque pendant 40 ans, j'ai été neurologue, et que maintenant, on provoque des rencontres entre neurologues et historiens pour confronter la mémoire des historiens et la mémoire biologique et la mémoire culturelle. Voilà ce qui va être le thème de mon exposé. Alors, pendant très longtemps, quand les hommes rentraient de la guerre, bouleversés et disant des bêtises ou ayant des comportements étranges, on expliquait leur comportement étrange en disant qu'ils étaient possédés. Ensuite, avec le Moyen-Âge chrétien, quand les hommes revenaient d'un traumatisme en disant des choses étranges ou en ayant des comportements étranges, on disait qu'ils avaient commis un grand péché et que Dieu les avait punis en les rendant fous, en faisant faire des comportements étranges. Aujourd'hui encore, en Afrique ou en France ou en Europe, quand un homme a des comportements, une femme a des comportements étranges, on l'explique tout de suite en disant que c'est le voisin qui lui a jeté un mauvais œil, un mauvais sort. Or, tous ces comportements-là expliquent, mais ne se correspondent pas à ce qui se passe dans la réalité, et je vais vous proposer une autre réflexion. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, quand des hommes rentraient bouleversés par ce qu'ils avaient vu, avec des troubles neurologiques, tellement le bouleversement était intense, certains se mettaient à trembler pendant des mois, des années, certains avaient des mouvements de torsion. Le cerveau avait été choqué par l'horreur de ce qu'ils avaient vu. Ils avaient des troubles neurologiques et on interprétait ces troubles en disant que ces hommes, ces soldats, étaient des traîtres qui refusaient de combattre et on les punissait. Certains de ces soldats ont été fusillés alors qu'ils étaient traumatisés par l'horreur de ce qu'ils avaient vu ou de ce qu'ils avaient fait. Et il y avait même des grands noms de la neurologie qui, pour les punir, leur envoyaient des chocs électriques. Pour les punir. Et Freud, qui est votre voisin, puisque Freud était le voisin de la Croatie, et Freud a été un des premiers à utiliser la notion de traumatisme en disant que si une femme avait des troubles psychologiques, c'est parce qu'elle avait été sexuellement agressée quand elle était enfant et que ça l'avait traumatisée. Et en fait, le véritable traumatisme est né après la Seconde Guerre mondiale et avec la guerre des Américains au Vietnam, où beaucoup de vétérans revenaient de la guerre, très violents, très alcooliques, et il y a eu chez les Américains une partie qui disait mais il faut punir ces hommes parce qu'ils sont délinquants, ils sont alcooliques, et c'est une chanteuse, une personne, une femme qui a complètement changé la culture, Joan Baez. Je ne sais pas si elle est connue en Croatie, il faut la connaître d'abord parce qu'elle chante est très beau, et en plus parce qu'elle est rentrée dans la culture avec ses chansons. Et elle a dit, mais ces hommes sont délinquants, alcooliques, violents, et les responsables de la violence de ces hommes, c'est ceux qui les ont envoyés sur la guerre au Vietnam, une guerre qu'ils ne comprenaient pas, qui n'était pas chez eux, et ils ont commis des crimes, ils ont vu des crimes, et en fait, ces hommes, il faut plus les soigner que les punir. Et c'est une chanteuse, une femme, elle était entourée, elle n'était pas seule, et c'est elle qui a complètement provoqué le changement de manière de poser le problème sur le traumatisme. Or, il se trouve que maintenant, on constate que ce langage courant est parfaitement exact, puisque même c'est la neuroimagerie qui confirme le langage quotidien. Quand on a fait des résonances magnétiques, des scanners, des résonances magnétiques aux hommes, il y a eu un attentat à Nantes, en France,
Et les hommes étaient tellement altérés par l'explosion, par les morts, par ce qu'ils avaient vu, que beaucoup de pompiers ou beaucoup de médecins ont dit c'est sûrement organique, les troubles sont trop forts, ça doit être organique. Et ils ont demandé des scanners. Et on a vu que quelqu'un, pour un choc émotionnel, son cerveau arrêtait de fonctionner, son cerveau était éteint. Comme dans un chaos à la boxe, quand quelqu'un reçoit des chaos, eh bien là, le coup n'était pas physique, il était émotionnel. Une représentation émotionnelle de l'horreur avait sidéré le cerveau qui était devenu incapable de traiter les informations. Le cerveau ne fonctionnait plus à cause de l'horreur de ce que ces hommes avaient vu. Pendant une guerre, il n'y a que de l'horreur. C'est-à-dire que l'horreur de ce qu'ils voient, l'horreur de ce qu'ils subissent, et l'horreur de ce qu'ils font aussi. Quand il y a une guerre, tout le monde est dans l'horreur. Même maintenant, avec les guerres modernes, les civils sont plus dans l'horreur que les soldats. Puisque pendant la guerre civile d'Espagne, quand Guernica a été bombardée par les armées fascistes, c'était la première fois à peu près que, intentionnellement, une armée bombardait une ville innocente qui ne pouvait pas faire la guerre. Et Picasso a été tellement indigné qu'il a peint Guernica, et maintenant on sait que les villes, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est que les villes sont bombardées et qu'on meurt plus. Quand on est civil, on meurt plus aujourd'hui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de Toulon, près de Toulon où j'habite, a été bombardé par les Américains. Et qu'on ne peut pas le dire, mais nos libérateurs, les Américains, ont tué presque 100 000 Français. On ne peut pas le dire. Ils ne peuvent pas en témoigner, puisqu'ils ont été bombardés, ils ont été tués par ceux qui venaient nous libérer. Donc aujourd'hui encore, ils se taisent, ils ne peuvent pas témoigner de l'horreur de ce qu'ils ont subi. Et à la Seille, où j'habite, près de Toulon, et que tout le monde connaît très bien, que tous les Croates connaissent très bien, à la Seille, il y a eu l'occupation allemande, et les communistes ont été courageux, ils ont payé très cher leur courage, et il y a eu beaucoup de fusillés, beaucoup de morts, et ils ont du mal, on ne peut pas en parler quand il y a un traumatisme. Le trauma, dans un premier temps, on ne peut pas parler, on est sidéré. Si autour de nous, on est sécurisé, et deux, si la culture nous donne la parole, à ce moment-là, on peut en parler. Mais alors, le problème qui se pose maintenant, c'est ce que racontent les témoins, qu'est-ce que ça désigne du réel. Quand les gens sont sincères, ils racontent leur histoire, ils racontent leur traumatisme, ils en ont besoin pour réintégrer le monde des humains, ils doivent raconter ce qui s'est passé. Ceux qui disent, est-ce que ça désigne ce qui s'est passé dans la réalité, ou est-ce que ça désigne une représentation de ce qui s'est passé dans la réalité? On va discuter ça pendant les 6 heures que vous m'avez accordées. Alors, donc je vais dire juste pour que maintenant on va passer quelques minutes dans la neurologie. C'est-à-dire, c'est passé, la slide est passée. C'est passé. C'est passé, oui. Alors, je vais regarder. Oui, très bien. Alors, on voit que quand la mémoire est saine, elle est évolutive. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de quand on vieillit, au fur et à mesure de nos rencontres, notre mémoire évolue et on ne raconte pas les mêmes choses en vieillissant, en fonction de nos rencontres, en fonction de nos âges. C'est-à-dire qu'un événement passé, on va en faire un récit différent selon notre contexte relationnel et selon notre âge.
Si j'avais écrit mon autobiographie à 20 ans, je n'aurais pas fait du tout le même récit qu'en écrivant mon autobiographie à 60 ans. Et dans les deux cas, je n'aurais pas menti, et pourtant je n'aurais pas fait du tout le même récit. Est-ce que j'aurais menti? Non, j'aurais sûrement pas menti. Simplement, à 60 ans ou à 80 ans, ma mémoire n'est pas la même, je n'ai pas gardé les mêmes souvenirs, je n'ai pas les mêmes émotions, je n'ai pas le même contexte, donc je vais faire un récit différent de celui que j'aurais fait à 20 ans. Alors que, dans le syndrome psychotraumatique, on est prisonnier du passé, on n'a qu'un souvenir qui est immuable, qui ne bouge pas, et c'est toujours la même image, c'est toujours la même horreur qui s'impose à nous. Et cette mémoire morte, c'est la mémoire malade. On est prisonnier du passé. Alors que dans la mémoire saine, on peut évoluer. Ce qui rend important les ONG, parce qu'en sécurisant les blessés, ils leur permettent justement de remanier la représentation de l'horreur qu'ils ont de leur passé. Le coup dans le réel, ils l'ont reçu, mais le coup dans la représentation du réel, ils peuvent le remanier. Parce que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir une fois du coup qu'on reçoit dans le réel, et on peut souffrir une deuxième fois de la représentation qu'on a du coup. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi est-ce que je n'ai agi comme ça? Pourquoi? Et à ce moment-là, on dit les mêmes choses, on revoit les mêmes images, et on renforce la mémoire de l'horreur. Et c'est le tapis roulant de la dépression. Alors que quand on peut remanier le coup dans le réel, on ne peut pas le remanier. La guerre, on l'a eu, le coup, on l'a reçu. Mais on a souffert une fois, mais on peut ne pas souffrir la deuxième fois. Alors là, on voit que notre soutien, nos interventions, là, elles sont nécessaires et elles sont utiles. Ah, mystère. Là, je mets les slides en français, mais ensuite il y aura des images. Pour moi, ça me sert pour ma mémoire. The slide before. Ah. Merci. Alors là, c'est pour ma mémoire et pour ceux qui parlent français. Denis Hofer prend une population de 77 adolescents âgés de 14 ans et il leur pose 50 questions. Puis il regarde les réponses et 34 ans après, il a gardé les adresses et il retrouve 67 de ces adolescents. Et il leur repose les mêmes 50 questions dont il a gardé les réponses. Les gens ont oublié les réponses qu'ils ont données, mais lui, il a gardé les réponses. J'en ai sélectionné 3 pour aujourd'hui. Alors, en français, est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, 28% des adolescents répondent « Je m'ennuie beaucoup à l'école ». À l'âge de 48 ans, ils sont 58% à dire « Je me suis beaucoup ennuyé à l'école ». Déjà, c'est plus la même mémoire du passé. Est-ce que vous étiez populaire à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 25% à dire « Oui, j'ai des amis, j'ai des copains, des copines, je suis populaire ». À l'âge de 48 ans, ils sont 53% à dire « Qu'est-ce que j'étais populaire, j'avais beaucoup d'amis, les femmes étaient folles de moi, elles me courtisaient toutes ». Donc ça veut dire que déjà il y a un remaniement de la représentation du passé. Et c'était l'époque où, en France, les enseignants avaient le droit de battre les enfants. Quand il a fait... moi j'ai connu ça, les anciens... Vous venez tous de naître, alors vous n'avez pas connu ça, mais moi j'ai connu l'époque où les enseignants battaient les élèves. Alors, tu as compris le théorème de Pythagore? Pas trop. Viens ici. Mets tes mains comme ça. Alors on mettait les mains comme ça, on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal,
Et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Or, ces bonnes méthodes pédagogiques maintenant sont interdites par la loi. C'est peut-être ce qui explique les mauvais résultats scolaires d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il faudra faire avec notre nouveau président, on va lui demander de remettre en place les punitions corporelles chez les élèves et que les résultats scolaires vont sûrement être améliorés. Et donc ça veut dire que on pose à l'âge de 14 ans, est-ce que vous êtes humilié? À l'âge de 14 ans, 82% disent je suis très humilié qu'on me batte en public. Ça m'humilie beaucoup. À l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à dire que j'étais humilié. Oh, j'en ai vu d'autres, oh là là, c'est rien, oui, d'accord, j'ai reçu des coups de règle, le prof m'a giflé en public, mais j'en ai vu d'autres dans la vie. Ce qui veut dire que on ne ment pas, on remanie la représentation de son passé parce qu'on a une mémoire saine, parce qu'on a une mémoire évolutive. Et que on ne ment pas, on est sincère. Alors, on a ici, on voit que, comment on peut expliquer ces troubles? Eh bien, c'est qu'on est sans arrêt bébé, adolescent, adulte ou même âgé, on est sans cesse sécurisé par nos relations. Et il n'y a de mémoire que s'il y a des relations et des émotions. Et ce qui nous permet d'affirmer ça, c'est que quand on travaille avec les enfants abandonnés, ou quand par exemple après la chute du mur, j'ai été en Roumanie à Bucarest et à Constanța et à Timișoara pour travailler avec les enfants abandonnés, isolés sensoriellement, ces enfants, d'abord, ne parlaient pas, et en plus, ils n'avaient aucune mémoire, pour une raison bien simple, c'est que comme ils avaient été complètement isolés, ils n'avaient rien à mettre en mémoire. Ils avaient été isolés. Aucun sourire, aucune colère, aucune relation. Ces enfants étaient sains, mais comme ils avaient été privés de relations, ils n'avaient rien à mettre en mémoire. Ils avaient des trous de mémoire immenses. Or, on voit que dans nos enfants, même quand ils sont bien développés, même quand il y a une altération autour de ces enfants, et là, l'altération, elle est expérimentale. C'est-à-dire que dès qu'il y a une altération, les enfants, dès qu'il y a un appauvrissement de la relation autour des enfants, il y a des troubles de la mémoire. Exemple, madame, voulez-vous venir avec votre bébé au laboratoire? Et dans un premier temps, interagissez comme vous le voulez avec votre bébé. Puis on va faire un signal, on va taper sur la table, et au signal, ne bougez plus. Beaucoup d'enfants jouent à ça dans les cours d'école, ne bougez plus. Donc c'est tout, le dispositif expérimental est le suivant. Alors, voilà ce que ça donne. Interaction, la mère parle à son bébé, qui fait les mêmes mimiques que la mère ouvre la bouche, le bébé ouvre la bouche, il y a une synchronisation entre la mère et le bébé qui est étonnante, à la seconde près. Et même, on voit le contraire, par exemple, quand on donne à manger au bébé, on ouvre la bouche quand on lui donne à manger à lui. Donc ça veut dire qu'on est tellement avec le bébé qu'on est synchronisé avec le bébé et il y a une synchronisation. Et puis au signal convenu, madame, ne bougez plus. Instantanément, le bébé se jette en arrière parce qu'il n'y a personne autour de lui. La mère ne bouge plus. Donc il n'y a plus d'interaction. Instantanément, le bébé se jette en arrière, la mère ne bouge plus, il s'auto-agresse, comme on le voit, comme je l'ai vu en Roumanie, comme je l'ai vu en France, comme on le voit chez tous les bébés abandonnés, il s'auto-agresse, comme on le voit chez les adolescents ou chez les adultes privés de relations, ils s'auto-agressent, ils se mordent, ils s'auto-agressent parce qu'ils n'ont plus de relations. Alors ça, pour les ONG, c'est important, ça veut dire que un être humain privé de relations s'auto-agresse parce que s'il n'y a pas d'altérité, son corps devient le seul objet extérieur à lui-même. Et s'il a une émotion trop forte, il se mord, il se griffe. En France, il se scarifie, les adolescents
se scarifie beaucoup en Occident, aux États-Unis. Il se scarifie parfois très intensément, et probablement c'est parce que notre nouvelle culture occidentale a une défaillance précoce et qu'on isole trop nos bébés. Et que le seul moyen de lutter contre ça, c'est de faire ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord, augmenter les métiers de la petite enfance. En augmentant les métiers de la petite enfance, les enfants sont toujours entourés. Ou alors on sacrifie les femmes. Mais les femmes se laissent un peu moins sacrifier maintenant. Et donc, ou bien si on ne peut plus sacrifier les femmes, eh bien, il faut augmenter les métiers de la petite enfance. Et si on augmente les métiers de la petite enfance, tout le monde est content. Les femmes sont contentes parce qu'elles peuvent devenir des personnes. Les hommes sont contents parce qu'ils sont heureux avec leurs femmes et leurs enfants qui se développent bien. Et les bébés sont contents parce qu'ils ont toujours autour d'eux une niche sensorielle qui les sécurise. C'est ce qu'ont fait tous les pays d'Europe du Nord. Ils ont évalué leurs réformes éducatives. Ils ont fait un retour sur investissement parce que les métiers de la petite enfance coûtent cher. 10 ans après les réformes, ils ont évalué 1% d'illettrés. En France, on est à 15%. Diminution des suicides d'adolescents de 50% en 10 ans. Mais les pays d'Europe du Nord obtiennent les meilleurs résultats au point de vue scolaire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres évaluations qui ont été faites. Nos gouvernements en France, de droite comme de gauche, nous ont reçus très gentiment et n'ont pas fait les réformes. Donc, pour notre prochain président, je demande à tous les Français, à tous les Croates, d'envoyer des lettres anonymes au futur président et de le menacer de façon à ce qu'il puisse faire ses réformes. Alors, et on voit que dès l'instant où la mère se remet à gestuer, on voit que le bébé se jette dans ses bras. Tout ça, c'est préverbal. Donc, je dis ça pour les gens qui travaillent dans des ONG, dans la salle. Avant toute parole, être avec quelqu'un, c'est déjà un tranquillisant. C'est déjà une action thérapeutique. On ne parle pas, on parlera plus tard. Je suis là. Voilà la tasse de café. Vous n'êtes pas seul. Ici, il y a une assistante sociale. Là-bas, il y a un médecin. Là, il y a un psychologue. Même si on ne parle pas, on parlera quand vous le voudrez, quand vous retrouverez la force de parler, quand votre cerveau se remettra à fonctionner, à ce moment-là, on parlera, mais notre simple présence, si préverbale, avec une tasse de café, on est déjà sécurisant, on est déjà un tranquillisant. Et le cerveau se remet à fonctionner. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on le photographie, on le filme. Dès qu'il y a quelqu'un pour sécuriser le traumatisé, le cerveau se remet à fonctionner et ensuite on cherche à donner sens. Alors voilà, ça c'est l'introduction historique et l'introduction que je voulais vous donner. Mais on va passer maintenant quelques minutes dans la neurologie, mais enfin, n'ayez pas peur, ça ne va pas être une neurologie très technique. C'est que tout à l'heure je vous ai dit, le trauma sidère le cerveau qui ne fonctionne plus. Et j'ai dit ensuite, le manque de relations appauvrit le monde psychique. Et maintenant, je vais vous proposer l'idée que le manque de relations provoque des altérations cérébrales. Et ça aussi, c'est pas une vue de l'esprit, c'est que maintenant qu'on fait de la neuroimagerie, on voit quelqu'un qui a été dit un traumatisé ou un accident de la vie, quand on met les gens en isolement sensoriel,